m'appelle Adrien Jacot, qui est chef de clinique au centre Émile Gallet. Monsieur le Président, est-ce que vous, n'étant pas membre de l'Académie, est-ce que vous autorisez sa communication? Oui, allez-y pour présenter votre communication. Donc, Adrien Jacot, François Sirvaux, Olivier Roche, Daniel Mollet, du centre chirurgical Émile Gallet. Donc, c'est pour ceux qui sont pas diagnostiqués, c'est le centre essentiellement de chirurgie de la main. L'intérêt de la planification 3D en chirurgie orthopédique. Merci d'autoriser cette communication. C'est un honneur pour nous de recevoir l'Académie de chirurgie à Nancy. Et pour moi de faire cette présentation qu'on a décidé avec François Sirvaux d'orienter comme une sorte de tour d'horizon de ces techniques de planification 3D, de chirurgie assistée par ordinateur qui se développent actuellement et qui constituent un axe d'avenir pour notre spécialité. J'axerai surtout sur la planification des prothèses d'épaule qui nous tient à cœur et qu'on connaît peut-être un petit peu mieux, et de manière à raccourcir le propos et à tenir le timing. Alors, pourquoi planifier? Il y a des domaines dans lesquels il a été montré qu'on pouvait exceller sans y voir très clair. La chirurgie n'en fait pas partie. Le chirurgien a besoin de voir ce qu'il fait, et même au mieux de voir avant l'intervention ce qu'il va faire au cours de l'intervention. Et c'est ça la planification. Benjamin Franklin disait ça. En gros, si on échoue à planifier, finalement on planifie son échec. Et des échecs en chirurgie orthopédique, il peut y en avoir plein. En termes de chirurgie prothétique principalement, on peut avoir des défauts de positionnement qui conditionnent le résultat à court ou à long terme, et le bon positionnement des implants conditionne le résultat à court et à long terme, d'où l'intérêt de planifier à l'avance pour faire au mieux pendant l'intervention. Alors la planification, ça peut être ça, c'est-à-dire sur une radio avec des calques, on le fait encore, c'est peut-être pas désuet, en tout cas nous pour ce qui est de la chirurgie de la hanche, on l'utilise encore beaucoup. Mais aujourd'hui, il existe des outils qui font appel à des nouvelles technologies et qui nous permettent de faire peut-être mieux, plus précis. Et c'est de ça qu'on va parler. Alors, tout ça est permis par l'avènement de l'imagerie 3D qui a fait beaucoup de progrès ces 10 dernières années en termes de scanner, d'IRM, et puis on parlera très rapidement du système EOS que M. Ménard connaît beaucoup mieux que nous, mais on en parlera un petit peu. Et bien sûr, au développement des imprimantes 3D, on en a un petit peu parlé ce matin, des imprimantes qui permettent de créer des modèles 3D à la demande, ce qui permet la production de guides patients spécifiques utilisables en péropératoire, qui peuvent être produits rapidement et à moindre coût. Alors, la planification, ce type de planification 3D, elle s'applique à toutes les articulations et pas seulement à la chirurgie prothétique, on verra aussi un petit peu à la chirurgie tumorale. Les systèmes sont tous très différents, ils obéissent toujours à peu près aux mêmes motivations et utilisent les mêmes outils, mais on verra qu'il y a quand même des différences, certains sont peut-être plus faciles à utiliser que d'autres, etc. Alors, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte une réflexion préopératoire. Alors ce n'est pas le fait que ce soit en 3D ou sur ordinateur qui fait ça, la planification est déjà intéressante pour permettre de penser à l'intervention avant et anticiper les difficultés. La 3D permet peut-être de calibrer mieux la taille des implants de manière plus précise, en 3 dimensions, de les positionner précisément et également de produire des guides spécifiques qui permettent de reproduire en péropératoire ce qu'on a décidé en préopératoire. Ça permet également, dans certains cas, on verra c'est le cas du logiciel qu'on utilise pour la chirurgie de l'épaule, de présager, en tout cas d'avoir un aperçu théorique de ce que sera le résultat fonctionnel en termes de mobilité en fonction de comment on positionne les implants, ce qui est très intéressant et très nouveau. Et puis c'est aussi un outil de recherche très performant pour l'avenir, puisque ça permet d'un point de vue dynamique de comprendre un petit peu ce qu'on fait, les prothèses, comment elles fonctionnent, et puis ça permet aussi d'avoir des données chiffrées précises sur le positionnement des implants, et ça permettra d'évaluer dans de nombreuses années quel est le retentissement de ce positionnement à long terme sur la survie des prothèses et leur comportement. Alors, voilà, on va commencer par ce logiciel de planification d'épaule que je vais vous présenter le plus brièvement possible. Logiciel développé essentiellement par Gilles Valche et Pascal Bollot, qui sont 2 chirurgiens émérites de l'épaule, et par Jean Chaoui, qui est ingénieur biomédical et qui a beaucoup fait pour ce logiciel. Logiciel qui est encore en cours de développement. Alors très rapidement, voilà, l'intérêt au niveau des prothèses anatomiques se situe surtout au niveau de la glène, puisque vous savez peut-être que c'est la partie de la prothèse qui est le point faible, avec des taux de décèlement radiographiques assez élevés à 10 ans.
Les solutions pour améliorer ça, elles sont multiples. On a essayé d'améliorer les implants, mais ça c'est déjà fait, et aujourd'hui on a des implants de grande qualité de ce point de vue-là. D'améliorer les techniques d'implantation, mieux s'exposer, greffer la glaine, cimenter de manière bien particulière, mais aussi savoir améliorer le positionnement et savoir aussi quand une épaule ne peut pas recevoir une prothèse anatomique et qu'il faut passer une prothèse inversée. Tout ça est permis par la planification, qui se présente un petit peu comme ça. Certains d'entre vous ont pu voir le logiciel ce matin, et ça nous permet donc sur des coupes en 2 dimensions et avec une reconstruction en 3 dimensions ici, de positionner correctement la glaine, de choisir son antéversion, sa rétroversion, l'inclinaison, de chercher à la positionner au mieux, à choisir la taille et le rayon de courbure le plus adapté, de manière à avoir le résultat le plus le meilleur possible pour la survie et pour la fonction. Derrière, parce qu'il ne suffit pas de planifier, derrière on a possibilité d'élaborer un guide qui est déterminé dans le logiciel, puis produit à l'aide d'une imprimante 3D, et qui peut être après positionné sur la glaine en péropératoire de manière à positionner correctement la broche qui servira à fixer l'axe de l'implant. Ce qui permet de reproduire en péropératoire ce qu'on a décidé en préopératoire. Bon, très rapidement, je ne montrerai pas toute la vidéo, mais on a ici une petite glaine en 3D qui est fournie avec, qui permet de ressentir la sensation de calage du guide sur la glaine, et puis une fois qu'on est bien calé, on peut reproduire ça sur l'épaule qui est correctement exposée, et on va venir positionner le guide sur la glaine, et à partir de là positionner la broche qui permettra comme vous voyez sur la vidéo de droite, si elle veut bien marcher, voilà, la broche qui permettra de faire le fraisage de la glaine en bonne position. Voilà. Alors les résultats sont bons, ils montrent une précision, donc les résultats ne sont pas encore publiés mais sont sortis avec une précision en termes de version, d'inclinaison et de positionnement du point d'entrée qui sont très précis, puisqu'il y a une étude en 2009 qui montrait que la précision de la main du chirurgien était à 15 degrés près, donc là on a une précision qui est bien meilleure. Pour le moment, il n'y a pas encore de groupe contrôle, on n'a pas encore étudié l'intérêt d'avoir un guide par rapport à l'intérêt de simplement planifier intellectuellement et d'aller à l'intervention. C'est en cours, les résultats sont en train d'être sortis également. Et puis il n'y a pas non plus de possibilité, pour l'instant on parle de positionnement de la broche, etc. On n'a pas encore possibilité de gérer la profondeur de fraisage et l'enfoncement finalement de l'implant, mais c'est pareil, c'est des choses qui vont aboutir. Pour les prothèses inversées, c'est peut-être encore plus important, cette planification, parce qu'il y a beaucoup plus d'enjeux à ce niveau-là. Des enjeux au niveau de la glaine, pour limiter les phénomènes d'encoche qu'on peut avoir au niveau de l'omoplate, qui sont bien connus, et limiter les phénomènes de décèlement qui surviennent aussi sur les prothèses inversées à 10 ans. Gérer la stabilité et optimiser les mobilités, tout ça peut être planifié à l'avance. La planification permet de chercher à optimiser non pas simplement la survie à long terme, mais aussi le résultat fonctionnel en positionnant de manière optimale la prothèse. Ça permet de comprendre la prothèse, puisqu'on a un module dynamique qui permet, en fonction de comment on a positionné la prothèse, d'anticiper le résultat qu'on va pouvoir obtenir. Donc ça, c'est encore en cours de développement, c'est pas une partie du logiciel qui est... Alors je vous montre un petit peu comment le logiciel fonctionne, on va peut-être avancer un tout petit peu. Là, c'est la première partie où voilà. Donc le logiciel commence à permet de planifier à la fois l'implant glénoïdien et l'implant huméral. On commence par l'implant glénoïdien avec la possibilité d'ajouter une greffe que vous voyez ici en orange, l'implant qui est en rouge et la glénosphère qui devient verte lorsqu'elle est complètement incluse dans l'os, qui permet donc on peut gérer la hauteur, l'antéversion, la rétroversion, le tilt, etc. jusqu'à être parfaitement positionné de manière à avoir une glaine bien centré, à éviter les effets de cam qu'il peut y avoir aux mobilités extrêmes, etc. On passe ensuite à la planification de l'humérus. Il s'agit là encore pas seulement d'un problème de taille, etc. Alors bien sûr, on peut changer la taille de la tige, sa version, sa hauteur, la hauteur de coupe, etc. Tout ça est planifié à l'avance. Et ce qui va être assez intéressant, vous allez le voir apparaître, donc là on va peut-être aussi avancer un petit peu. Voilà. Ce qui est intéressant, une fois qu'on a planifié, une fois qu'on a positionné correctement l'implant, voilà, on peut le faire apparaître, on peut augmenter enfoncer plus ou moins la tige, augmenter la coupe, et là, voilà, après, on va avoir possibilité de visualiser la prothèse qu'on vient de poser, de visuellement voir quelle est la latéralisation, l'abaissement de la prothèse, et surtout, le logiciel est capable de simuler en dynamique
les mobilités potentielles jusqu'à arriver en butée osseuse contre l'acromion ou contre l'omoplate en avant et en arrière, ce qui permet éventuellement d'effectuer des changements si une valeur n'est pas bonne, en se disant bah là on n'est pas très bon sur la rotation externe, peut-être qu'il vaut mieux décaler un petit peu la glène vers l'arrière, etc. Derrière, comme vous voyez ici, donc on positionne 4 points d'intérêt sur la glène, ce qui permet de générer un guide qui sera après produit, mais ça je vous en ai déjà parlé, avec une imprimante 3D. Voilà, donc ça c'est pour l'inversé. Voilà. Alors nous, actuellement ça fait partie de notre pratique quotidienne, on utilise ce logiciel tous les jours pour nos planifications, mais on est encore à l'état de recherche et on n'a pas encore publié tous les résultats qui sont à publier là-dessus, et c'est probablement des champs de recherche très larges par la suite pour la compréhension des prothèses d'épaule. Alors très rapidement je parle du genou, donc on a des systèmes au niveau du genou qui sont un petit peu similaires, qui permettent une planification en 3D et la production de guides personnalisés pour chaque patient. Alors bon, le constat est que même si là, bon, c'est une prothèse de genou, les bons résultats des prothèses de genou sont plus à démontrer, mais il y a, comme pour la plupart du temps dans les prothèses, plus de 50% des prothèses posées qui le sont par des chirurgiens qui en mettent moins de 30 par an, et on peut se poser la question chez ces personnes si la fiabilité, l'expertise est suffisante pour avoir un geste reproductible. Il est d'ailleurs montré que les chirurgiens qui posent le moins de prothèses, il y a plus de défauts de pose. Donc, pour ça, il y avait la navigation qui avait été proposée, mais par rapport à la navigation, ces systèmes de guides personnalisés sont moins chers et plus rapides en opératoire. Ils permettent théoriquement de gagner du temps, de réfléchir à l'intervention intra-opératoire. Ça a tous les avantages de la planification, et ça permet également d'avoir des ancillaires en salle qui sont simplifiés avec moins d'essais, donc moins de boîtes, et d'avoir également un intérêt en termes de coût. C'est basé sur ce système-là qu'on nous on utilise, mais il y en a d'autres, est basé sur des acquisitions scanner, il en existe d'autres avec des acquisitions IRM. Les inconvénients ici, dans celui-là, c'est que, par exemple, contrairement à celui que je vous ai montré pour l'épaule, le traitement est fait par un tiers, c'est-à-dire que ce n'est pas le chirurgien qui fait sa planification, il a un droit de regard, il peut demander des modifications, mais la réflexion préopératoire est quand même pas tout à fait aussi poussée. Ensuite, les délais de réalisation sont un petit peu longs, c'est à prendre en compte à chaque fois qu'il y a des guides personnalisés, ça peut prendre un peu de temps, et donc ça nécessite de s'y prendre à l'avance. Donc voilà le bloc de coupe qui se positionne sur un fémur, avec la réalisation des coupes exactement comme on l'avait dessiné en préopératoire. La même chose en tibial, ici une table où on voit qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'instruments pour poser une prothèse de genou. Tout ça bien sûr est soumis au fait qu'on maîtrise un petit peu cette technique et qu'on applique correctement les guides, parce que si on les met à la va-vite, forcément on positionne mal ces guides, et si on positionne mal ces guides, on fait de mauvaises coupes, et là il y a peu de moyens de retomber sur ses pattes, en tout cas de contrôler ce qu'on fait. Donc une étude qui montrait les résultats de cette technique, on voit que c'est pas parfait non plus, hein, le genou axé, c'est-à-dire un genou axé plus ou moins 3 degrés en valgus ou en varus, c'est que dans 72% des cas, ce qui n'est pas beaucoup mieux qu'avec les techniques faites sans planification. Donc finalement, peut-être à part le gain en termes de coût, l'intérêt n'est peut-être pas aussi flagrant. Nous, dans notre expérience, on n'est pas persuadé que ce système-là, on l'a essayé pendant un temps sur toutes nos prothèses de genoux. Aujourd'hui, on est revenu un peu en arrière parce qu'on n'est pas persuadé que ça nous a apporté beaucoup de choses. On le garde pour des cas complexes, les grosses déformations métaphysaires où on peut avoir du mal à se repérer, quand il y a du matériel sous-jacent qui empêche les visées centromédulaires ou des antécédents septiques, on n'a pas trop envie d'aller monter des guides à l'intérieur de l'os. Voilà un cas de déformation majeure auquel on a eu recours à ce système. Voilà ici encore un patient chez qui on ne pouvait pas faire de visée centromédulaire au fémur et le système était intéressant. Pour la hanche, donc ça c'est le domaine de M. Ménard, mais je ne pouvais pas m'empêcher de le citer, le système d'imagerie EOS, qui est un système que vous connaissez peut-être, qui permet des acquisitions très basse dose, des acquisitions stéréoradiographiques qui permettent des acquisitions de corps entier à l'échelle 1-1, réalisables facilement à condition d'avoir l'appareil bien sûr, et sur lequel on peut faire des reconstructions en 3D de l'ensemble du rachis, ce qui a un champ d'application énorme. Pour l'instant, il existe le logiciel IPEOS qui permet de planifier en 3 dimensions à partir de ces reconstructions les prothèses de hanche. Il n'y a pas, à ma connaissance, d'application au genou, à l'épaule ou quoi que ce soit pour l'instant, mais le champ d'application est énorme et c'est aussi beaucoup utilisé pour le rachis. Et ça permet de tenir compte de plein d'autres choses que juste la hanche. On tient compte de l'antéversion du bassin, des troubles de statique rachidienne, etc. Et c'est aussi un moyen de beaucoup avancer sur la compréhension des prothèses de hanche et sur leur bon positionnement. Enfin, le système Visios que vous avez peut-être vu un petit peu ce matin, qui est un système qui permet, alors nous on l'applique sur les tumeurs, mais c'est surtout un système qui permet de produire des guides pour guider une ostéotomie, quelle qu'elle soit.
Le principe est de coupler les données d'une IRM et d'un scanner pour gérer également les parties molles, avec une fusion des images et une reconstruction 3D qui en découle, sur laquelle on peut après, en tout cas pour nous, dans les chirurgies complexes comme les résections de bassin, définir une zone de résection et ensuite création de guides de patients spécifiques qui permettent de reproduire en péropératoire cette zone de résection. Donc ici un cas de sarcome du bassin sur lequel on a fait ces reconstructions. À partir de là, on arrive à obtenir la reconstruction 3D de la tumeur qui est faite à la main et une zone de résection qui est définie par le chirurgien. Ce qui permet d'obtenir donc ce type de reconstruction 3D avec un guide que vous voyez là qui est déjà positionné dessus. Et ce guide va pouvoir être utilisé en péropératoire, être positionné sur la l'iliaque et guider la scie pour faire une osteotomie exactement à l'endroit où on l'a décidé. Et vous voyez ici, après résection, la partie du modèle 3D peut être parfaitement intégrée dedans, ce qui permet de confirmer qu'on a réséqué ce qu'on avait prévu de réséquer. Voilà le résultat radiographique à la fin. En conclusion, donc, tous ces systèmes ils appartiennent à une même mouvance, ça utilise les mêmes outils, l'imagerie 3D, éventuellement les imprimantes 3D quand il y a des guides. Ils ont tous le même objectif, c'est planifier avant et reproduire pendant. Tous sont différents, certains c'est le chirurgien qui planifie, d'autres c'est une société qui le fait. De temps en temps la reconstruction 3D doit être faite à la main, dans d'autres cas le logiciel le fait automatiquement, il y a parfois des guides, parfois pas. La performance du logiciel et de la planification n'est pas toujours la même d'un système à l'autre. Mais dans tous les cas, ces systèmes-là sont une évolution majeure dans notre façon de concevoir la chirurgie et de l'anticiper surtout, et ça répond à une demande bien réelle des chirurgiens et c'est certainement amené à se développer. Voilà, je vous remercie de votre attention. Une ou deux questions? Je pense qu'il est tout à fait important de faire des prévisions lorsqu'on opère. C'est un élément très important de discipline intellectuelle quant au geste chirurgical qu'on va faire. Et il y a aussi des adaptations en cours d'intervention. Et je voudrais savoir si, dans l'utilisation du logiciel que vous nous exposez sur l'épaule, il est arrivé d'avoir à modifier quelque chose qui est très important à la hanche et à l'épaule, et surtout à l'épaule, de modifier la longueur du col dans un sens qui n'est pas tout à fait celui qui a été prévu par votre étude préopératoire. La longueur du col au niveau de la tige murale, vous dites? Oui. Non, la longueur qui modifie les bras de levier appliqués à l'épaule. Donc sur la glaine alors? Oui. Ouais. Alors, c'est là que c'est difficile, c'est qu'en péropératoire, gérer la latéralisation de la gaine, c'est difficile parce que finalement on se repère mal, c'est là que la planification a tout son intérêt et on s'est rendu compte l'utilisation de greffe pour justement latéraliser et augmenter le bras de levier. On y avait assez peu recours avant, seulement dans des cas exceptionnels, enfin dans des cas assez rares où on pensait qu'il manquait de l'os et qu'il allait avoir besoin d'une greffe. Et aujourd'hui, en planifiant, on se rend compte qu'il y a peut-être plus souvent besoin que ce qu'on pense de rajouter de l'os pour se latéraliser. On s'est rendu compte qu'en planifiant, en commençant à planifier nos épaules comme on avait l'habitude de les poser avant, on s'est rendu compte en examinant l'épaule en 3 dimensions qu'en fait ça n'allait pas du tout et qu'il était nécessaire de se latéraliser. Après, est-ce qu'en péropératoire, il nous arrive de dire on va faire plus ou moins? Oui, ça arrive qu'on soit par la force des choses obligé de faire moins que ce qu'on a planifié parce que la tension est trop importante et qu'on se dit là on a peut-être été un peu fort et donc on va enlever un petit peu de latéralisation. Voilà. Et on a là-dessus une possibilité de s'adapter. C'est-à-dire là le guide permet juste de positionner la broche. Après au-delà de ça, on a réfléchi avant, on sait sur quoi on part, mais on peut aussi s'adapter, latéraliser plus ou moins, etc. Donc tout est affaire d'adaptation pendant aussi. Merci. Je pense qu'il faut malheureusement avancer, parce que ce était passionnant.